Clair. Ok, on n'a pas besoin de présenter le professeur Guilvin, hein, que vous connaissez tous, et qui va faire une mise au point sur les actualités dans ces maladies-là. Merci. Merci de me donner la parole. Alors, je vais vous parler effectivement, je vais répéter beaucoup de choses que tu as dites, puisque maintenant tout s'est dit, tout se sait, mais c'est pas mal de revenir sur un certain nombre de points, et je voulais notamment situer ce qu'a apporté le GFEV dans tout ça. Parce que toute cette histoire thérapeutique des vascularites, d'abord, elle est relativement récente. Le premier article sur l'intérêt de l'endoxan, c'était 1979. C'est donc très récent. Et avant, les vascularites associées aux ANCA, à l'époque on ne connaissait pas les ANCA, c'est même toutes les vascularites nécrosantes, la mortalité était de 90%. Il faut voir d'où on vient. La découverte des ANCA, c'est les années 80. Le rituximab, c'est les années 2000. Donc on est encore dans des phases relativement récentes et on découvre des choses. Alors justement, le premier progrès, parce qu'il ne faut pas qu'un clou chasse l'autre, et que par exemple l'utilisation du rituximab en traitement d'attaque chasse complètement l'endoxan. L'endoxan a ses indications, le rituximab A et aura les siennes, et en traitement d'attaque, les deux traitements en termes d'efficacité se valent. Et je pense que dans certaines formes, je pense aux formes rénales graves, jusqu'à preuve du contraire, mieux vous probablement recevoir de l'endoxan que de rituximab, pour simplement des problèmes de délai d'action des médicaments, et puis on manque un peu de recul. Mais le premier progrès, ça a été ça. Et ça, c'est un protocole qui sort d'ici, et qui a été repris partout, qui est de traiter de façon brève les patients. Alors l'autre contributeur, c'est Paul Baker en Angleterre. On avait fait ce schéma ensemble. Jusqu'à cette époque, on traitait les patients avec 2 ou 3 comprimés d'endoxan tous les jours pendant des durées qui allaient de 1 an à 2 ans, et même voire plus. Alors on guérissait les patients. Il n'y avait pas de problème. Mais le nombre de cancers induits, d'infections, de stérilité définitive chez les femmes était considérable. Et le premier progrès, ça a été ça. C'est-à-dire 6 perfusions en tout. Autrefois, on faisait 9, maintenant on est à 6. Et avec un travail dont tu n'avais pas les diapositives, je pense, qui était Cortage, donc c'est plutôt Christian Pagnou qui l'avait fait. Cortage, on a montré qu'avec une dose totale de 3 grammes, il y a très peu. Avant, on donnait 100 grammes. 3 grammes, on arrivait à obtenir exactement les mêmes réponses thérapeutiques. Donc le premier progrès, c'est l'administration différente d'endoxan. Et d'ailleurs, quand on réfléchit à l'évolution de ces maladies, je vous ai dit que dans les années 70, il y avait encore 80-90% de mortalité. Et on arrive dans les années 2000, bien avant qu'on utilise du rituximab, avec des survies qui sont de 80-90%. On a complètement inversé la tendance. Et ça n'est pas parce qu'il y a eu de nouveaux médicaments, c'est parce qu'on a mieux utilisé les médicaments que l'on avait. Et notamment, on a tout fait pour réduire la toxicité des médicaments tout en gardant l'efficacité. Et ce protocole représente exactement cela. Donc vous voyez que l'on réduit les doses. Là, c'est à peu près 1 gramme, ça fait par cure. Donc 6 grammes pour un traitement de 6 cures. Et on réduit chez les sujets de plus de 65 ans et chez ceux qui sont en insuffisance rénale, tout simplement parce que le produit s'élimine par le rein. Donc on en donne moins. Et aujourd'hui, on est arrivé à certains protocoles chez les sujets âgés qui sont à 3 grammes de dose totale. Ce progrès n'est pas d'ailleurs enregistré dans les seuls vascularites, c'est enregistré également pendant le lupus, où on a montré de la même façon que les formes graves de lupus pouvaient être traitées avec 3 grammes de dose totale d'endoxan. Donc premier progrès. Deuxième progrès très important à mon sens, c'est l'urgence du traitement. Alors, ce sont des maladies très complexes, les vascularites, parce qu'il y a, comme l'a souligné tout à l'heure Alfred Marr, des maladies qui ont commencé bien longtemps avant le diagnostic. Mais le diagnostic, ça peut être une vraie tornade.
et ça peut tuer quelqu'un en quelques jours, voire en quelques heures. Même s'il y a eu un passé pendant lequel c'était un peu plan-plan et que personne ne faisait le diagnostic, pas plus le malade que le médecin. Mais il y a des formes d'urgence. Les formes d'urgence, c'est ça. Ici, vous voyez ce poumon, vous voyez que le poumon c'est plutôt noir sur les photos, ici il est tout blanc. Et ce poumon tout blanc, c'est parce que le malade qui a ça saigne dans ses alvéoles pulmonaires, il a ce qu'on appelle une hémorragie alvéolaire. Et globalement, les hémorragies alvéolaires ne sont pas si sévères que ça, mais il y en a qui sont cataclysmiques. Et on meurt de son hémorragie alvéolaire. Et la deuxième grande urgence, c'est le rein. Alors vous n'êtes pas anatomopathologiste, mais rassurez-vous, moi non plus. Et quand on regarde la photo en haut à gauche, vous voyez au centre une flaque rouge. Ça, c'est la rupture du vaisseau et c'est l'hémorragie qui se produit dans ce qu'on appelle le glomérule, qui est un des éléments du rein, et il y en a 1 ou 2 millions ou même plus. Et si on ne fait rien, le saignement se poursuit et on a la photo en bas à droite. C'est-à-dire on voit tous les globules qui se sont accumulés dans ce fameux glomérule et ils vont étouffer progressivement le glomérule pour aboutir à ça. Et ça, c'est plus rien, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et là, vous pouvez donner tous les traitements, c'est trop tard. Vous allez en dialyse. Et le grand progrès, c'est d'avoir trouvé des traitements qui permettent de traiter ces urgences thérapeutiques. Et l'endoxan sera donné de toute manière, mais il faut une dizaine de jours pour l'endoxan. Le rituximab sera peut-être proposé, mais il faut aussi un peu de temps pour que ça marche. Donc il faut avoir autre chose. Alors l'autre chose, c'est la cortisone. Vous voyez que la corticothérapie, c'est quand même le seul traitement. On vous le fait à 9h du matin, vous êtes nuit à 5h de l'après-midi. C'est quand même quelque chose qui est très efficace. Après, il y a le problème de la gestion des effets secondaires de la cortisone, mais c'est un traitement très actif. Et puis il y a, pour aller vite, ce qu'on appelle les échanges plasmatiques. Certains d'entre vous en ont eu ici. Alors nous, au sein du groupe français, on s'est intéressé aux échanges plasmatiques il y a longtemps. Vous voyez, le premier essai, c'est 1989. Donc ça n'est pas d'hier, où on a fait un essai avec un tirage au sort, où on comparait un groupe de malades qui prenaient de la cortisone, CS, de l'endoxan intraveineux, CYC, et de l'autre côté, corticoïdes, endoxan et des échanges plasmatiques. À l'époque, on faisait 9 séances, voire plus. Maintenant, on en fait plutôt moins. Alors, en quoi consistent les échanges plasmatiques? C'est très simple. On prend le sang d'un côté, on le fait tourner à toute vitesse dans une centrifugeuse ou un filtre, on peut utiliser des filtres. Les globules retournent au malade et le plasma est jeté et remplacé par l'albumine humaine. Et quand on avait fait cette étude, la toute première, on avait remarqué à notre grand désespoir qu'il n'y avait pas d'amélioration de la survie avec les échanges plasmatiques. Mais ça n'est pas une surprise quand on y réfléchit bien. Comment voulez-vous qu'un traitement que l'on administre pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, guérisse complètement une maladie et ne change pas la mortalité 5 ans plus tard? Si vous traitez une bronchite, ça on comprend que ça va marcher, mais là, l'avantage à long terme n'est pas obtenu. Donc on avait été plutôt déçus, on a donc abandonné, puis on est revenu à cette technique, avec notamment les travaux d'un groupe européen, enfin du groupe européen auquel nous appartenons, qui a lancé cette étude, et ça s'appelle MEPEC, c'est publié, c'est publié en 2008, et nous avions dans ce protocole d'abord pris des formes très graves de la maladie, c'est-à-dire avec une insuffisance rénale à 500 micromoles, qui est quand même proche de la dialyse. Tous les malades reçoivent de l'endoxan, tous les malades reçoivent de la cortisone, la moitié reçoit des perfusions de méthylprednisolone, que certains d'entre vous ont eu en tout début de traitement, et les autres recevaient 2 semaines d'échange plasmatique, 7 séances. Et effectivement, sur la survie, ça ne fait rien. Mais là où il y a une différence qui a été enregistrée, c'est sur la fonction rénale. C'est-à-dire qu'on a empêché, on a évité le passage en dialyse d'un certain nombre de patients, avec une différence qui est importante. Vous voyez, c'est une différence qui est de l'ordre de 20%. Alors malheureusement, ce que l'on sait aussi avec des résultats à plus long terme, c'est que ce fameux glomérule qui ne fonctionnait pas, il ne fonctionne pas quand même.
Donc, on fait que retarder une échéance. Mais après tout, gagner 1 an, 2 ans, 3 ans de Galie, c'est toujours bon à prendre. Et donc, on continue à faire cela. Et on propose qu'en traitement d'attaque d'une forme rénale de la maladie, et en fait, nous le faisions nous déjà dans toutes les formes graves de la maladie, on fasse des échanges plasmatiques qui permettent de rattraper les situations les plus préjudiciables et qui donnent le temps au traitement de fond d'agir. Parce qu'il faut essayer d'arriver après dans la thérapeutique habituelle. Et il y a un autre essai, alors je ne vais pas vous le détailler, qui s'appelle Pexivas. Et là, vous voyez la carte du monde, parce que c'est un essai mondial, et les Français sont bien représentés dans cet essai également, qui inclut des patients pour essayer de mieux comprendre comment utiliser les échanges plasmatiques. Et il y a un deuxième volet dans cet essai qui est la dose de corticoïdes. Alors c'est un essai avec une ambition à 700 malades, je crois, mais il y en a à peu près 600 qui ont été mis. 623. 623, voilà. Donc c'est presque fini. Donc on aura bientôt des résultats. Et puis le second bouleversement, c'est les biothérapies. Les biothérapies, on se rend bien compte que ça va changer quelque chose. Mais d'abord, ça n'a pas été toujours le cas, puisque le tout premier essai de biothérapie, c'était avec un anti-TNF, qui est un médicament qui est communément utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez, c'était un traitement utilisé pour éviter les rechutes. Ça n'a pas évité grand-chose, puisque d'un côté, ils recevaient globalement de l'Imurel ou du méthotrexate, et de l'autre côté, ils avaient ces piqûres hebdomadaires d'étanercept, qui est un anti-TNF, et la différence n'est pas significative. Donc tout ce versant des anti-TNF a été abandonné. Il reste quelques indications, mais globalement, ça n'est pas le traitement qu'on utilise. Et puis, il y a d'autres biothérapies qui sont efficaces. J'ai choisi aujourd'hui de ne pas vous parler d'immunoglobulines, mais les immunoglobulines par voie intraveineuse ont des indications incontestables et on peut les assimiler, on les considérait comme une biothérapie. Et en fait, c'est le rituximab qui bouge un peu la donne. Mais il faut prendre ces traitements avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de prudence. Alors voici la première publication, ou plutôt les 2 premières publications, c'est 2010, donc on est vraiment dans les choses récentes. Et ça, c'est un essai thérapeutique où on compare le rituximab à l'endoxan, par voie buccale d'ailleurs, pas par voie intraveineuse, et on évalue le résultat à 6 mois. Et la démonstration qui a été faite, c'est qu'il n'y a pas de supériorité. C'est-à-dire que pour ceux qui sont statisticiens, on peut faire des essais dits de supériorité, c'est qu'on fait l'hypothèse que le traitement A est meilleur que le B, et puis on peut faire des hypothèses qui avaient été retenues ici, de non-infériorité, c'est-à-dire que le nouveau traitement ne fait pas mieux, mais pas plus mal non plus que le premier traitement. Et ça, c'est une étude de non-infériorité. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait une non-infériorité ? Vous savez, quand on arrive déjà maintenant aujourd'hui à avoir 90% des gens en rémission, avoir 5% de plus, il va falloir 10 000 malades. Donc la non-infériorité a un intérêt, surtout qu'on voit au rituximab d'autres intérêts, et notamment le fait que ça ne donne pas de stérilité, et chez toutes les personnes jeunes qui vont avoir cette maladie, c'est quand même un atout non négligeable. Alors voilà le protocole. Et ce protocole est très original parce que on commence par des perfusions de corticoïdes. Dans le premier groupe, qui est le groupe, on va dire, classique, les malades reçoivent 3 à 6 mois d'endoxan, plus de la cortisone, et après ils reçoivent de l'Imurel, le traitement que la plupart d'entre vous ont eu dans cette salle. Et dans la colonne de droite, après tirage au sort, il y a 4 perfusions de rituximab à 1 semaine d'intervalle, et rien derrière. C'est du placebo d'Imurel. Rien derrière. On traite la maladie avec 4 perfusions seulement. Alors quand ils ont présenté leurs résultats, c'était des résultats à 6 mois. Un peu court. Wegener, c'est polyangéite, c'est des maladies, on parle en années, on ne parle pas en quelques mois. Voilà, c'est ça qui a été présenté. Et puis ensuite, ils ont présenté ça. Et ça, c'est 400 jours, c'est globalement 18 mois. Donc 18 mois, c'est intéressant, mais ça n'est pas non plus ce que nous, on espérait. Alors, mais leurs résultats sont intéressants. Ils sont intéressants et en 2 diapositives, celle-ci et la suivante, je vais pouvoir vous le démontrer. La première chose,
c'est qu'à 18 mois, c'est pareil. Que vous preniez de l'Immurel après de l'endoxan, si vous ayez 1 an et demi d'immunosuppresseur, ou si vous avez eu simplement 4 perfusions de rituximab et ensuite les vacances, eh bien, et plus la cortisone quand même, eh bien, vous avez la même probabilité de rechute. Donc ça veut dire globalement l'Immurel en entretien, ça ne sert à rien si vous êtes traité par du rituximab d'emblée. Et comme on a montré nous ici que le méthotrexate faisait comme le rituximab, c'est vrai pour les autres immunosuppresseurs d'entretien. La deuxième courbe donne des résultats très intéressants et très importants. Et je pense notamment à la dame qui a la polyangéite microscopique, parce qu'elle doit donc avoir des anticorps anti-myéloperoxydase. Eh bien, les malades qui ont des anticorps anti-myéloperoxydase rechutent beaucoup moins, et même très peu, et même parfois pas du tout, que ceux qui ont des anticorps antiprotéinase 3 qui sont ceux du Wegener. Donc on a isolé une population de rechuteurs et de non-rechuteurs en fonction de l'anticorps. Donc ça, c'est un apport majeur de cette série. Mais si l'on en croit cette étude américaine, ils disent ben, vous faites 4 perfusions de rituximab, rien derrière, et puis voilà, ça suffit, l'affaire est terminée. Mais en fait, il faut quand même les regarder, ces courbes. C'est qu'à 18 mois, il y a seulement 60% des malades qui sont encore en rémission. Donc il y a eu 40% de rechute. Je vous rappelle que dans tout ce qu'on a publié avant, où on donnait de l'Immurel, de la cortisone après l'endoxan, on est plutôt à 25% de rechute. C'est-à-dire que ce traitement n'est quand même pas satisfaisant, parce que c'est effectivement pas mieux d'avoir de l'Immurel après l'endoxan, mais c'est quand même pas terrible, quoi. Il y a quand même beaucoup de rechutes. Donc c'est pour ça que nous, on s'est focalisé sur un autre traitement d'entretien. On s'est dit, le traitement d'entretien, ça n'est pas la panacée, il va falloir trouver autre chose que l'Immurel, et on a testé le rituximab en entretien. Alors je ne vais pas montrer ces plaques puisqu'elles ont déjà été montrées par Xavier, et je vais venir à l'essai Menritsan, dont il a montré une première plaque, qui est l'essai que nous avons publié maintenant 1 an et demi, où on a comparé en entretien l'Immurel au rituximab. C'est la première fois que ça se faisait. Alors voilà le protocole. En bas, la grande flèche, c'est l'Immurel. Et en haut, ce sont des perfusions semestrielles. Au début, il y en a eu 2 rapprochées, mais après, c'est semestriel. De rituximab à une dose faible, 500 mg. La dose d'entretien qui, à l'époque, était utilisée dans des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde était plutôt de 1 g. Nous, on est passé à 500 mg pour plein de raisons, dont l'une qui était de dire si on en donne moins, on aura moins d'effets secondaires, et la deuxième étant que donner un traitement de 500 mg, pourquoi donner un traitement très lourd en traitement d'entretien alors que les malades vont bien? Là on cherche de la prévention. Notre objectif n'est pas d'être curatif. La guérison, enfin la mise en rémission, on l'a déjà obtenue. Et on a surveillé les malades 28 mois. Alors voilà les résultats, vous les connaissez, et je vous donne simplement un commentaire sur la première ligne des résultats. Dans le groupe azatioprine, c'est-à-dire Immurel, 28% de rechute à 28 mois. Chiffre facile à retenir. Et c'est pas mal ça. Mais dans le groupe rituximab, c'est 5% de rechute. Donc une différence hautement significative. Et ce que l'on voit aussi, mais ça je vais peut-être vous le montrer, c'est que ça ne fait pas tellement baisser les immunoglobulines, mais surtout, le rituximab fait mieux baisser les ANCA. Mais les ANCA, je vais vous en parler dans un instant. Mieux que l'Immurel. Et en termes de survie, c'est un protocole formidable. Et je dois dire que les 115 malades inclus au tout début, bon, à part cette pauvre personne qui est morte d'une septicémie sous Immurel et l'autre qui a fait un cancer du pancréas, pour l'instant, la courbe de survie elle reste à l'horizontale. Donc c'est un résultat qui se maintient à 5 ans. Mais par contre, vous allez voir que ça change sur les rechutes. Voilà la survie sans rechute. Et à ce moment-là, on s'est posé une autre question. Vos docteurs vous prescrivent des ANCA régulièrement. Qu'est-ce qu'ils font du résultat? En général, ils le rangent dans le dossier, mais ça angoisse le médecin, ça angoisse le malade quand les ANCA montent.
Mais est-ce qu'il faut que ça vous angoisse? Ou est-ce qu'il faut que ça angoisse le médecin? Rien ne le prouve. Puisque, quand Luc Mouton vous a expliqué tout à l'heure la complexité pathogénique, vous avez vu que les ANCA, ce n'est qu'un petit mécanisme parmi tous les autres, le lymphocyte T, les eosinophiles dans le Sjogren-Strauss, il y a plein de choses complexes. Donc se dire on va adapter un traitement juste sur les ANCA, ou sur l'efficacité du rituximab qui, elle, est vérifiée par ce qu'on appelle le CD19, qui est une cellule du sang, une lymphocyte T, ça mérite d'être discuté. Parce que la littérature là-dessus et l'expérience de chacun n'est pas du tout homogène. Alors on a fait un protocole qui est celui-là. Dans le premier bras, vous voyez que c'est le même que Menrid 101, c'est normal, on se met toujours vis-à-vis de la référence, c'est-à-dire tous les 6 mois, vous allez bien, et on ne regarde pas vos résultats, enfin on les regarde quand même, mais on n'en tient pas compte pour la décision, on vous injecte 500 mg. Et en bas, tous les 3 mois et tous les 6 mois, on regarde vos résultats. Dès que les ANCA montent, dès que les CD19 montent, on vous fait une injection. Alors vous n'aurez peut-être pas d'injection pendant 1 an, comme vous aurez peut-être une injection tous les 3 mois. Ça on ne sait pas, c'est les résultats biologiques qui décident. Et donc c'est ce qu'on peut appeler un bras thérapeutique à la demande. Pas à la demande du malade, mais à la demande du résultat biologique. Alors je n'ai pas les résultats de cette étude, parce que nous sommes en train de l'exploiter actuellement, elle est terminée. On a inclus 162 personnes, il y a peut-être des gens qui sont d'ailleurs dans cette salle et qui ont participé à ce qu'on appelait Menrid 102. Les premières impressions, c'est que le premier bras serait peut-être supérieur au deuxième, c'est-à-dire que l'adaptation au titre des ANCA n'a probablement pas un énorme intérêt. Et pour une raison qui est peut-être implicite au type de prescription, c'est-à-dire que quand vous faites une poussée, on vous traite. Mais il faudrait être sûr que la montée des ANCA, ça précède la poussée. Or ça, c'est pas très bien démontré. Donc peut-être qu'on ne va pas faire de perfusion pendant longtemps, et puis le jour où on va la faire, ça sera déjà trop tard, la poussée sera enclenchée. Tandis qu'après tout, avoir l'injection tous les 6 mois, après tout, c'est peut-être pas mal. Et donc, vous aurez les résultats, je pense, l'année prochaine, dans cette même assemblée générale, on vous présentera les résultats définitifs de cette étude. Mais entre-temps, on a des résultats aussi très intéressants. Ces résultats très intéressants, et là je vous montre une plaque que personne n'a vue encore, même pas les docteurs qui sont dans la salle, c'est le suivi à long terme de l'étude Menrid 100. On avait suivi à 28 mois, c'est le jugement qui a donné lieu à la publication, mais il était prévu dans le protocole qu'on surveille 5 ans les patients, c'est-à-dire 60 mois. Et les résultats à 60 mois, on les a. Alors je vous rappelle les résultats à 28 mois, et sur une première approche, qui était à 40-45 mois, on a eu des sueurs froides. Parce qu'on a vu que les malades sous rituximab rechutaient aussi. Ils rechutaient plus tard, mais ils rechutaient. Et on le comprend assez, puisque le rituximab, c'est un médicament, vous faites une injection, ça peut durer 1 an et demi, et puis quand au bout d'1 an et demi, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir des rechutes. Alors l'Immurel, ça continue à rechuter gentiment, comme on savait avant, ça c'est un traitement qu'on va plus faire. Et puis la même chose, on a montré que c'était variable aussi avec les anticorps et que par exemple les malades qui avaient des anti-MPO, c'est la courbe en bleu, eh ben, ils ne rechutaient pas par rapport à ceux qui ont la courbe en rouge qui sont des courbes PR3. Donc ça c'est... Voilà la courbe, elle n'est pas très bonne, c'est Benjamin Terrier qui me l'a donnée la semaine dernière, parce que c'est lui qui est responsable de l'exploitation à 60 mois de ses patients. Alors on prend en haut à gauche, et vous voyez que vous avez ici, moi je ne lis rien non plus, mais vous voyez la courbe, ce sont les rechutes majeures. Et il y a quand même moins de rechutes majeures quand on était traité par le rituximab que par l'azathiopryde, par l'Immurel. Donc le résultat se maintient, même si ce n'est pas génialissime, ce n'est pas une guérison totale, mais quand même il y en a beaucoup moins. En haut à droite, on a mélangé les rechutes majeures et les rechutes mineures, faire un peu de croûte dans le nez, un peu de trucs comme ça, c'est pareil. Et puis, ce qui est très important, à la ligne du dessous, les infections sévères, c'est la même chose,
Les effets indésirables, c'est la même chose, ça n'est donc pas un traitement dangereux. Et puis la dernière ligne, c'est tous événements confondus, y compris les décès, c'est la rechute sans aucun incident, qui est plutôt la même dans les deux groupes et qui est pas mal. Alors vous allez dire, c'est pas terrible parce qu'on est à peu près à 50-60%, mais là on a mis, dès que vous aviez un petit problème, une cataracte, je sais pas moi, une bronchite, vous sortez de la courbe. Donc les 50-60% qui restent, c'est que vraiment pendant 6 ans, ils n'ont rien eu du tout. Rien. Donc globalement, c'est un traitement qui marche, même si on n'est pas déçu, mais on aurait aimé que ça soit encore mieux. Maintenant, on va affiner ça avec les anti-PR3 et les anti-MPO. On va voir ce qui se passe en fonction des groupes et je pense qu'il y aura des résultats intéressants. Mais on a été un peu impressionné par le fait qu'il y avait quand même des rechutes. Donc on a lancé un protocole qui s'appelle Mendelssohn 3, qui s'adresse aux malades du deuxième protocole, où on leur a demandé, pour ceux qui étaient d'accord, il y en avait 160, je pense qu'on aura 110, 120 malades à l'arrivée, on retire au sort. Un groupe reçoit 2 ans de plus de traitement de rituximab et l'autre reçoit 2 ans de plus de placebo. Parce que l'idée, c'est peut-être qu'en traitant beaucoup plus longtemps, on aura moins de rechutes et peut-être qu'on aboutira à une vraie guérison. Ça, on ne sait pas, et ça, c'est en cours, et il faudra attendre quelques années. Alors, je vais terminer parce que vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, que nous y contribuons, je pense, assez activement. On a même sorti des recommandations d'utilisation du rituximab qui précisent à qui on doit donner ce médicament, à qui on ne doit pas le donner, dans le cadre bien sûr des vascularites. C'est paru en 2013. Il sera nécessaire, je pense, de faire une révision en 2016 parce que les résultats modifient tout cela. Mais on est quand même, on va dire, toujours dans la course. Voilà. Merci.